Donc je me présente, je suis Amandine Corny, chercheure au CNRS, au laboratoire génétique quantitative et évolution, qui est en fait une UMR, donc une unité mixte de recherche, où on a à la fois le CNRS, l'INRA, l'AgroParisTech et l'Université de Paris-Saclay, puisqu'on déménage bientôt, et je vous en parlerai tout à l'heure, sur le plateau de Paris-Saclay. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui les travaux qui ont été faits pour reconstruire l'histoire de la domestication du pommier, et en particulier le rôle des flux de gènes dans cette domestication et comment nous, on va les utiliser via aussi le projet Interreg pour les programmes d'amélioration variétale. Alors depuis Darwin, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes évolutifs à l'origine de la diversité dans les écosystèmes. Par exemple, pourquoi on a autant de phénologie, physiologie, morphologie. Et en particulier, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes à l'origine de la divergence. Alors ce qu'on va appeler divergence ici, c'est la différenciation entre différentes lignées évolutives qui peut amener à de nouvelles variétés, de nouvelles populations, de nouvelles espèces. Et en particulier, historiquement, en fait, on essaye de comprendre quel est le rôle de la sélection naturelle et de l'adaptation dans ces processus de divergence, par exemple ici, dans la divergence de l'espèce 1 dans l'environnement 1 par rapport à l'espèce 2 dans l'environnement 2. Et on s'intéresse assez au rôle de la sélection versus le rôle des flux de gènes. Donc les flux de gènes, ce sont des gènes qui vont s'échanger entre les deux groupes. Donc je vais un peu me focaliser avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que les flux de gènes, en vous donnant la définition de ces flux de gènes. Donc imaginons ici, on a deux populations d'insectes ou deux espèces, quelle que soit espèce ou population, une orange, une verte, et en fait on appelle flux de gènes l'échange entre les deux populations par hybridation, donc par introgression. Donc les introgressions, en fait, c'est le transfert de gènes, flux de gènes, d'une espèce ou d'une population vers une autre par hybridation. Donc on va avoir des flux de gènes et des flux d'allèles. Donc si je reviens par rapport à ma slide d'avant, en gros on essaie de comprendre le rôle de ces flux de gènes entre espèces ou entre populations dans ces processus de divergence. Alors les flux de gènes, ils vont pouvoir intervenir de deux manières différentes. Soit on va avoir de moins en moins de flux de gènes entre les deux espèces. Ça peut être lié à une barrière physique, par exemple une montagne qui va se mettre entre deux espèces, il y aura moins en moins d'échanges, donc moins d'hybridation. Donc on va avoir une divergence. Mais les flux de gènes peuvent aussi intervenir d'une autre manière, et qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup chez les pommiers. C'est par exemple une autre espèce, l'espèce 3 par exemple, qui va introgresser, s'hybrider avec l'espèce 2. Et ces introgressions vont amener la divergence de l'espèce 2 par rapport à l'espèce 1. Donc, à l'heure actuelle, on connaît encore très peu la balance entre ces processus de sélection et ces flux de gènes dans la divergence. Et un bon moyen de répondre à cette question, en fait, c'est tout simplement, sur votre modèle d'étude, de reconstruire les histoires de divergence de vos populations, de vos espèces. Et il s'avère que la domestication est un très bon modèle d'étude. Donc, par exemple, ici à gauche, vous avez la théocinthe, qui est l'ancêtre sauvage du maïs, et à droite, vous avez le maïs. Et pourquoi la domestication est un bon modèle? Puisque, en fait, la domestication, c'est un processus de divergence récent, qui a eu lieu il y a moins de 10 000 ans, quand l'homme a commencé à domestiquer les plantes et les animaux. À la fois, pendant ce processus de divergence, on va avoir de la sélection forte, pour des caractères d'intérêt, tels que par exemple ici la taille de l'épi et la taille des grains. Donc ici vous avez la théocinthe et le maïs, donc il y a une claire différence, il y a eu de la sélection clairement. Ici vous avez une pomme cultivée ou une pomme sauvage, donc il y a clairement une différence en termes de taille mais aussi en termes de goût. Et ici à gauche vous avez une tomate sauvage versus une tomate cultivée. Donc on a une sélection forte, mais en même temps, c'est des espèces, voire des taxons, voire des populations qui ont divergé très récemment. Et donc en fait, on a encore énormément de flux de gènes. Donc ça en fait des modèles d'études très pertinents pour nos questions. Donc nous, on s'est intéressé à ces questions en regardant l'histoire de la domestication, donc d'une divergence récente, chez les pommiers, et en focalisant en particulier sur les flux de gènes. Donc les pommiers, c'est quoi ? Le pommier, c'est le genre Malus, donc, qui regroupe à la fois beaucoup d'espèces sauvages, et nous, on se focalise principalement sur 4 espèces sauvages présentes en Eurasie. Donc là, ici, les différents points que vous voyez sur la carte, c'est l'ensemble des sites qu'on a échantillonnés pendant les 10 dernières années, donc je vous expliquerai ça après, mais en gros, qui reflètent la distribution de chacune des espèces sauvages qu'on étudie. À savoir, donc, le pommier sauvage européen, vous en avez sûrement déjà rencontré dans les forêts, quand vous vous êtes baladé. Donc c'est Malus sylvestris, qui est en bleu ici sur la carte, donc qui est présent à travers l'Europe. Ensuite, on a le pommier sauvage caucasien, donc Malus orientalis, qui est présent, comme son nom l'indique, dans le Caucase, donc principalement Arménie, Turquie, Iran aussi,
peut-être Syrie d'ailleurs. Le pommier sauvage d'Asie centrale, Malus sieversi, donc qui est présent en Asie centrale, ici, donc Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan. Et le pommier sauvage sibérien, qui lui est une espèce qu'on utilise plus en groupe externe, qui est un peu plus ancestrale, et qui est présent principalement en Sibérie, et maintenant on sait qu'elle est très présente en Chine. Donc l'ensemble de ces espèces, d'un point de vue morphologique, si vous allez sur le terrain, les pommes sont très différentes de la pomme cultivée. Le pommier sauvage européen va avoir des toutes petites pommes, très amères, très acides. Le pommier sauvage caucasien, c'est à peu près la même chose, mais un peu plus grosse. Et le pommier sauvage d'Asie centrale présente des pommes d'une très grande variabilité phénotypique, qui peuvent ressembler à des pommes, par exemple, du pommier sauvage européen, donc petites et astringentes, mais aussi des pommes très grosses qui ressemblent à la Golden Delicious. Et c'est justement pour ça qu'il y a des auteurs qui ont supposé que c'était l'ancêtre du pommier cultivé. Je vous en dirai un peu plus après. Et il y a Malus baccata, qui a des petites pommes qui ressemblent à des cerises. Vous avez peut-être cette espèce d'ailleurs dans vos jardins. C'est une espèce utilisée pour une espèce ornementale. Et bien sûr, on s'intéresse au pommier cultivé. Donc le pommier cultivé, en fait, c'est une seule espèce qu'on appelle Malus domestica, qui produit l'ensemble des variétés que vous pouvez trouver à l'heure actuelle sur le marché ou dans les vergers conservatoires, par exemple. Alors quand on a commencé à s'intéresser au genre Malus et à l'histoire de sa domestication, donc c'est quand j'ai commencé ma thèse il y a à peu près 10 ans, je pense. On avait très peu de connaissances sur l'histoire évolutive du pommier cultivé. On avait un petit peu une idée de son origine, mais on n'avait pas du tout de connaissances sur est-ce qu'il y avait de la sélection ou des flux de gènes pendant son histoire de divergence. Ce qu'on savait cependant, c'est que potentiellement, donc Malus sieversi, donc le pommier sauvage d'Asie centrale, était le progéniteur ancestral. Donc dans les montagnes du Tian Shan, donc ici, ces montagnes-là, elles sont présentes, elles jouxtent le nord-ouest de la Chine, et le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, et quand vous allez dans ces forêts, vous retrouvez d'énormes forêts de fruitiers. Donc des forêts de pommiers, d'abricotiers, de noisetiers. Vous pouvez survivre dans ces forêts pendant quelques mois, il n'y a aucun souci. Et en fait, quand vous allez dans ces forêts, vous allez voir des arbres comme ça ici, ce sont des Malus sieversi, qui présentent des pommes, quand vous voyez là ici, qui ressemblent étrangement aux pommiers cultivés. Et donc ça a été un des premiers arguments proposés par Vavilov à l'époque, que c'est très morphologique partagé, par exemple ici entre une Pink Lady et les pommes qu'on voyait en forêt, qu'il s'agissait en fait de l'ancêtre du pommier cultivé, l'hypothèse étant que là-bas il y a énormément d'ours, donc ils ont sélectionné pour des fruits juteux et goûteux. Un peu plus tard, on a eu des données génétiques donc, qui ont reconstruit ce qu'on va appeler un arbre généalogique de toutes les espèces du genre des pommiers. Et qu'est-ce qui montre cet arbre? C'est globalement, statistiquement, il y a un seul groupe qui est soutenu. C'est celui qui groupe Malus sieversi, donc le pommier d'Asie centrale, et le pommier cultivé, ce qui a un peu confirmé ce qu'on voyait sur la base de traits morphologiques partagés. Donc là, c'était basé sur des séquences chloroplastiques, et un peu plus tard, donc en 2010, quand le génome complet du pommier a été, enfin en tout cas la première version a été publiée, on a ici, c'est comme un arbre généalogique, mais qui montre plus les hybridations inter-individus. Et globalement, ce que cet arbre montre, c'est que le pommier cultivé et le pommier sauvage d'Asie centrale forment un même groupe génétique, au point même que les auteurs suggéraient potentiellement que c'était la même espèce. Donc nous, quand on a commencé à travailler sur ces questions, on s'est dit, ok, Malus sieversi était l'ancêtre du pommier cultivé. Sauf qu'on avait d'autres hypothèses qui suggéraient que d'autres espèces avaient contribué à la domestication, le scénario étant que le pommier cultivé était originaire d'Asie centrale, à partir de Malus sieversi, et qu'ensuite il a été amené le long des routes de la soie depuis les 10 000 dernières années. Donc les routes de la soie, c'est des routes commerciales, des routes des épices, du papier, de la nourriture, qui ont relié l'Asie et l'Europe depuis les 10 000 dernières années. Et l'idée étant que, en fait, le pommier cultivé a migré d'est en ouest et qu'il a été introgressé par les différentes espèces. Donc Malus baccata tout d'abord, Malus orientalis un peu plus tard. Et ensuite, il y a 1500 ans, quand le pommier cultivé a été amené en Europe, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, le pommier sauvage européen aurait contribué au génome du pommier cultivé. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait aucune hypothèse donnée qui validait ces hypothèses. Donc nous, on s'est focalisé sur cette question, quelles étaient les contributions potentielles des autres espèces sauvages.
Donc pour ça, nous, on utilise ce qu'on appelle de la génétique des populations, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des populations, donc des groupes d'individus. Donc au sein d'une espèce, on va échantillonner plusieurs populations d'une même espèce et on utilise ce qu'on appelle des marqueurs génétiques microsatellites. Typiquement, c'est les marqueurs qui sont utilisés pour détecter les tueurs sur les scènes de crime. Et comment on fait? C'est qu'on va prendre des feuilles de pommier, donc de 2 individus différents. On va amplifier certaines parties de leur génome, qu'on appelle des microsatellites. Et ces régions du génome ont la particularité, en fait, d'être répétées. Donc c'est par exemple ici qui ont des motifs répétés. Ici, par exemple, AT, 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 13 fois. Cette variabilité du nombre de répétitions, elle est variable entre individus. Par exemple, moi, si je prends des microsatellites chez moi et que je compare à Arnaud, on n'a pas le même nombre de répétitions. Et grâce à cette variabilité, nous, on utilise des outils qui nous permettent de discriminer ce qu'on appelle des allèles. Et cette variation allélique qu'on voit entre populations, par exemple entre Arnaud et moi, ou entre vous, nous tous, elle nous permet de retracer l'histoire des populations depuis un certain nombre d'années. Donc on a utilisé 26 marqueurs microsatellites qu'on a amplifiés sur toute cette collection de pommiers sauvages, donc de Malus sylvestris, orientalis, domestica, sylversi, et bien sûr de Malus baccata. Et qu'est-ce qu'on a vu dès le début? C'est que, en fait, ce qu'on voyait sur le terrain, qui était décrit morphologiquement par beaucoup de botanistes, était bien des unités génétiques différentes, à savoir, ici, donc ça, c'est typiquement un plot qu'on aime bien faire quand on est généticien des populations. Donc, typiquement, donc, une barre verticale, c'est un individu génotypé pour 26 marqueurs microsatellites. Et par exemple, cet individu-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais il est à moitié jaune, à moitié vert, donc ça veut dire que c'est un hybride entre le groupe jaune, qui est en fait le groupe caucasien, et entre le groupe vert, qui est un pommier cultivé. Donc en vert ici, c'est une variété qui est introgressée par le pommier sauvage caucasien. Donc j'expliquerai ça après. Mais globalement, qu'est-ce qu'elle montre cette analyse? C'est que nos 5 espèces morphologiques sont bien 5 groupes génétiques distincts. Donc pour nous, c'était déjà un premier résultat, et ça montrait aussi que le pommier cultivé formait bien un groupe génétique différent du pommier sauvage d'Asie centrale, ce qui n'était pas vrai sur la base d'autres marqueurs génétiques, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une fois qu'on était sûr que chacune de ces espèces formait des groupes génétiques différents, on a regardé la contribution de chacune des espèces sauvages que vous verrez en rouge dans tous les bar plots que je vais vous montrer, et du pommier cultivé. Donc chaque ligne, c'était une variété, donc on avait 300 variétés qui étaient génotypées, et à droite, vous allez avoir le pommier sauvage. Donc ici, c'est le pommier sauvage caucasien. Et par exemple ici, donc, la barre verticale qui est à 75% rouge et le reste vert, ça veut dire que c'est une variété qui a introgressé par le pommier sauvage caucasien. Donc grâce à ce type d'analyse, en fait, ça nous permet de quantifier quelle est la contribution de chacune des espèces sauvages, donc ici asiatiques, européennes, sibériennes, au génome du pommier cultivé. Et clairement, quelque chose qui frappe aux yeux quand on voit ces résultats, c'est que le pommier sauvage européen, ici, a clairement contribué énormément aux variétés cultivées. Alors c'était un résultat qui était très intéressant, sauf que ce type d'approche ne reflète que des contributions d'il y a à peu près une centaine d'années. Donc on a fait d'autres simulations, c'est des modèles mathématiques où on teste des scénarios qui supposent des flux de gènes beaucoup plus anciens, avec des domestications beaucoup plus anciennes aussi. Et ici, c'était le scénario le plus probable de l'histoire de la domestication du pommier, qui suppose en fait qu'on a une divergence du pommier sauvage européen et du pommier sauvage asiatique il y a un certain nombre d'années, qui était calibré par des phylogénies. Un peu plus tard, on a une divergence du pommier sauvage caucasien par rapport au pommier sauvage asiatique. Et il y a 10 000 ans, donc dans les forêts du Tian Shan, on a une divergence du pommier cultivé. Et il y a 1500 ans, lors de l'arrivée du pommier cultivé en Europe, on a une contribution du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé qui donne la diversité qu'on observe au niveau de nos jeux de données génétiques. Donc si je résume un peu les résultats qu'on a trouvés par rapport à cette partie, on a bien vu qu'il y avait une origine du pommier cultivé en Asie centrale, et ensuite il a été amené le long des routes de la soie. Et le long de ces routes, on a eu des hybridations, principalement avec le pommier sauvage européen, qui a contribué de manière majeure au génome du pommier cultivé. Et un autre résultat qu'on ne montre pas ici, parce que c'est des données qu'on analyse actuellement, c'est qu'on a eu aussi une domestication indépendante à partir de Malus orientalis. Donc une fois qu'on a trouvé ce résultat, que le pommier sauvage européen était donc un contributeur secondaire majeur,
On s'est demandé, ok, il y a des flux de gènes du pommier sauvage vers le pommier cultivé, et donc est-ce qu'il y a des flux de gènes du pommier cultivé vers les pommiers sauvages dans nos forêts qui peuvent menacer le pommier sauvage, et donc une diversité intéressante pour les programmes d'amélioration variétale. Donc pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné, donc ici vous voyez tous les petits points bleus, c'est des populations. Donc on avait à peu près 773 individus qu'on a génotypés pour ces 26 marqueurs microsatellites. On avait encore toujours nos variétés de pommiers cultivés. Et avec nos méthodes de génétique des populations, on a montré qu'il y avait plus de 40% de ces pommiers sauvages, donc des 700 individus, qui étaient introgressés, donc qui s'étaient hybridés avec le pommier cultivé. Donc quand on a vu ces introgressions, on s'est demandé est-ce que potentiellement ces introgressions pouvaient menacer le futur, le devenir du pommier sauvage en Europe. Donc pour ça, en fait, il fallait qu'on quantifie de manière beaucoup plus fine les flux de gènes, à une échelle beaucoup plus fine. Aussi, on voulait comprendre quels étaient les facteurs anthropiques qui jouaient sur ces introgressions, et aussi quelles étaient ce qu'on appelle les conséquences adaptatives. Donc c'est-à-dire, est-ce que sur le long terme, les hybrides dans les forêts ont une meilleure valeur adaptative, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en compétition avec le pommier sauvage, voire juste le remplacer, et donc on perdrait potentiellement du pool génétique sauvage intéressant pour les programmes d'amélioration variétale. Donc pour répondre à cette question, on a refait un appel à échantillonnage. Donc on a reçu à peu près 1263 pommiers. Donc il y a beaucoup de gens qui participent, c'est des projets participatifs, qui ont été génotypés toujours pour ces marqueurs. Donc les points rouges, c'était les nouveaux échantillons. On a ajouté les 773 échantillons à l'époque de ma thèse. Et ensuite, on a rajouté aussi toujours les mêmes 300 variétés. Et ce qu'on a montré, en fait, donc là, ici, vous voyez exactement le même type de bar plot que je vous ai montré avant. Et ce qu'on montre ici, en fait, donc en jaune, vous allez avoir ce qu'on appelle le pool génétique sauvage. En noir, le pool génétique cultivé. Ce que vous voyez ici à droite, là, le Malus domestica, donc vous voyez qui est principalement noir, mais on a quand même des traces de jaune. Donc on voit toujours les introgressions que je vous ai montrées juste avant. Donc ça a validé nos résultats précédents. Mais ce que vous voyez, c'est que l'ensemble des Malus sylvestris qu'on avait, donc on avait 1889 échantillons, on voit clairement beaucoup de noir dans ce bar plot. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a énormément d'introgression du pommier cultivé vers le pommier sauvage. Ici, on a moyenné les niveaux d'introgression par pays, par exemple. On voit par exemple en Italie qu'il n'y avait pas d'introgression. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'introgression en Italie, c'est parce que notre taille d'échantillonnage était quand même assez limitée. Donc il y en a maintenant, on le sait, parce qu'on avait plus d'échantillons à l'époque dans cette région. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de flux de gènes cultivés vers sauvages, et en particulier en France, on voyait une très grande variabilité, et on pouvait tester quels étaient les facteurs anthropiques, parce qu'on avait un échantillonnage assez dense dans cette zone. Et donc on a testé énormément de facteurs différents, et ce qu'on a montré, c'est que plus on avait des cultures de la culture de la pomme qui était dense, c'est-à-dire que plus on produisait beaucoup en termes de tonnes par hectare dans la région, et plus le nombre de vergers était grand, plus on avait des introgressions, des populations sauvages. Donc c'était pas très étonnant, c'était assez intuitif, mais on le montrait statistiquement face à énormément d'autres facteurs qu'on a testés. Et enfin, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de tester les conséquences adaptatives de ces flux de gènes cultivés vers sauvages. Et donc pour ça, on est reparti en forêt, on a récolté des pommes de pommiers, on a repris les pépins, on les a fait pousser en serre, donc vous voyez les petites plantules ici, et on a mesuré les taux de germination et les taux de croissance des plantules. On les a aussi génotypés pour caractériser leur background génétique. Et qu'est-ce qu'on montre ? C'est que clairement, les hybrides, ils sont bien meilleurs que les pommiers sauvages. Donc ce qu'on voit, c'est que le pommier cultivé, les Malus domestica, eux, ils germent plus tôt, ils poussent plus vite. Ce qui n'est pas non plus super étonnant, c'est quand même les conséquences de la domestication. Et les pommiers sauvages, ils germent plus tard et ils poussent beaucoup moins vite. Et les hybrides ont, eux, une émergence intermédiaire et une croissance intermédiaire, si on compare par rapport aux Sylvestris domestica, mais clairement, ils sont meilleurs que les pommiers sauvages. Donc sur la base de ces résultats, on montre qu'on a beaucoup de flux de gènes à une échelle locale, on a des facteurs anthropiques qui jouent un rôle dans ces introgressions, on a des conséquences adaptatives. Donc à l'époque, c'était en 2013, on a commencé à penser à mettre en place des programmes de conservation raisonnée, c'est-à-dire de conserver la diversité génétique de ce pommier.
Sauf que pour conserver la diversité génétique, il faut la caractériser. Donc c'est ce qu'on a fait. On a regardé en fait à l'échelle de la distribution du pommier sauvage quelle était sa structuration génétique, est-ce qu'on a différentes populations, et quelle était sa diversité génétique. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, chez le pommier sauvage européen, on a 5 groupes génétiques différents. On a 2 groupes génétiques en France, un en Europe de l'Est, un en Scandinavie en bleu ici, et un en violet en Italie. Et en termes de diversité génétique, donc ici vous avez une échelle de la diversité génétique, donc c'est-à-dire le nombre d'allèles par population. On voit clairement qu'on a ici ce qu'on appelle des forts niveaux de diversité génétique dans le sud de l'Europe et des diversités génétiques beaucoup moindres dans le nord de l'Europe. Typiquement, ces patrons de diversité et de structuration génétique, on le retrouve chez énormément d'autres espèces tempérées et on sait que c'est le résultat des dernières glaciations, des changements climatiques passés, des contractions et d'expansion des populations qui ont été dans le sud puis dans le nord. Donc clairement, en gros, si nous on veut conserver le pommier sauvage, il faut conserver de manière raisonnée, si possible, les 5 groupes génétiques et aussi la diversité génétique qu'on observe à l'échelle européenne. Donc ça, c'est le projet qu'on est en train de mettre en place. On va lancer, donc c'est le 6 octobre, on aura une journée de lancement du verger conservatoire de pommiers sauvages. Donc nous, on est sur Paris-Saclay, on déménage, donc, comme je vous le disais en début de ma présentation, donc pour l'instant, on est au Moulon. Donc on est dans une ferme pour l'instant. On va migrer bientôt à l'Institut Diversité, Écologie, Évolution du Vivant. Donc tout le plateau de Paris-Saclay est en train de se reconstruire. Il y a pas mal de travaux en ce moment. Et en fait, donc, il y a une parcelle de 1 hectare qui sera située juste là en vert, qui va accueillir les 5 groupes génétiques qu'on a échantillonnés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti sur le terrain, on a échantillonné des pépins de ces différentes populations. On a caractérisé génétiquement des plantules qui sont pour l'instant en serre. Et donc maintenant, on va planter à peu près 400 arbres et qui représentent à peu près 80 pommiers de ces 5 groupes génétiques. Sachant que l'idée, c'est aussi de faire des réplicas en France pour voir la réponse de ces différents groupes génétiques au climat et aux ravageurs et aux parasites. Donc si je conclus par rapport à cette présentation, on voit qu'on a une histoire complexe de la domestication avec plusieurs espèces sauvages qui ont contribué, qui représentent une source très intéressante pour les programmes d'amélioration variétale, puisque ces espèces sauvages peuvent présenter des allèles intéressants de résistance aux maladies, mais aussi d'adaptation au climat local. Et dans un contexte de changement climatique, c'est très intéressant. Et on voit que par contre, on a énormément d'introgression du pommier cultivé vers le sauvage qui menace l'intégrité génétique de ces ressources intéressantes au service de l'amélioration variétale. Donc, la prochaine étape maintenant, en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on a retracé l'histoire de la domestication. Maintenant, il faut détecter quels sont les gènes qui peuvent être intéressants chez le pommier sauvage et qu'on pourrait introgresser chez le pommier cultivé. Et donc là, on passe à tester l'adaptation. On ne regarde pas uniquement l'histoire, mais l'adaptation, c'est-à-dire qu'on va tester si le pommier cultivé a divergé de manière adaptative par rapport à ces taxons sauvages. Et pour ça, on a besoin de données génomiques, c'est-à-dire de génomes complets. Les marqueurs microsatellites ne sont pas suffisants. Et donc ça, c'est l'objet à la fois donc, du projet Interreg et du postdoc de Shilong Chen, qui a commencé en octobre dernier, du programme à type Avenir, de comprendre en fait quelles sont les bases génomiques de l'adaptation dans ces histoires de domestication. Donc on vient de recevoir 75 génomes et 150 génomes respectivement du pommier cultivé sauvage. On vient de recevoir le jeu de données de SNP, donc de variabilité génétique, donc on commence les analyses. Et l'idée, en fait, c'est toujours de comprendre d'un point de vue fondamental le rôle de cette sélection versus le rôle de ces flux de gènes dans la divergence. Et en particulier pour les programmes d'amélioration variétale, c'est de comprendre quel est le rôle de ces introgressions sauvages vers cultivés. Où est-ce que ces zones d'introgression se situent dans le génome? Quels sont les gènes impactés? Et est-ce que ces gènes impactés peuvent être introgressés aussi chez le pommier cultivé? Et donc, est-ce qu'on peut détecter, par exemple, des gènes impliqués dans l'adaptation aux conditions environnementales ou à la résistance aux parasites? Et ça, en particulier, donc nous, on se focalise sur un parasite en particulier, donc c'est Disaphis plantaginea dans le cadre d'Interreg. Et on a aussi maintenant des génomes de Disaphis plantaginea, qui est l'objet de la thèse de Sergio Vasquez, qui a commencé aussi en octobre avec Shilong Chen. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et je voulais remercier en particulier Thierry pour l'organisation de la conférence et aussi tous les collègues avec qui on échange dans le cadre d'Interreg et aussi Shilong, Sergio, Karine, Anthony et Agnès qui ont beaucoup travaillé sur le projet et je serai heureuse de répondre à vos questions.